Ce jeudi 25 septembre, le berger de l'île Ngor nous a quittés. J'avais reçu M. Diallo sur le podcast Gatémery et j'ai été touchée par sa bienveillance, par son intelligence, par sa clairvoyance. Et on s'est écrit il y a quelques mois et à chaque fois, il fait des prières pour moi. Et cette nouvelle me rend extrêmement triste. Et même si le calendrier éditorial se bouscule, je tenais à lui rendre un dernier hommage en rediffusant cet épisode, cette conversation riche que j'ai eue avec lui. Je vous souhaite donc une belle écoute. Pour ce nouveau récit de vie de Gatémery, j'ai le plaisir de recevoir Abdoulaye Diallo, communément appelé le berger de l'île de Ngor. Abdoulaye a une personnalité singulière. C'est un ami de France Gall de longue date, avec qui il a cofondé une association qui a maintenant plus de 20 ans. Il chérit son île, l'archipel de Ngor, qui est situé à Dakar, au Sénégal. D'un père maçon et d'une mère femme au foyer, Abdoulaye rêvait d'être architecte. Mais la vie en a décidé autrement et il devient ingénieur jusqu'à ses 55 ans avant de se reconvertir et de devenir artiste. Avec Abdoulaye, on a beaucoup parlé du lien entre la spiritualité et l'artistique, de l'héritage que lui ont légué ses parents, de lecture et de plein d'autres sujets. Cet épisode est très riche et j'ai eu la joie d'être accompagnée de mes 2 nièces qui étaient mes formidables assistantes pendant cet enregistrement. Par ailleurs, parfois, il y a quelques mots en Wolof, une des langues du Sénégal qui se glisse dans l'épisode, mais vous inquiétez pas, ceci ne vous empêchera pas de comprendre. Pendant cet épisode, je me suis sentie très apaisée. J'ai adoré mon moment avec Abdoulaye, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter ma conversation avec le berger de l'île de Ngor. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour, comme ça. Comment allez-vous? Comme un jeune de 28 ans aujourd'hui. Voilà, on est chez Monsieur Diallo. Accompagnez-moi de mes 2 nièces qui sont mes 2 assistantes qui sont là. Vous faites pas trop de bruit. Et on est ravis, vraiment. Merci pour l'accueil. Au minimum. Parce que c'est vraiment très chouette. On est très bien en face de la mer. Enfin bref, meilleur cadre pour enregistrer ce podcast. On vous appelle le berger de l'île de Ngor. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Mais c'est très simple en fait. C'est un ami, paix à son âme, le professeur Saliou Diong, qui avait trouvé intéressant de me baptiser le berger de l'île de Ngor parce qu'il était professeur d'art. Il me connaissait, avait visité ma première exposition au Café de Rome, où l'animal était très présent. Donc il a fait le link entre 3 choses, c'est-à-dire la présence de l'animal sur mon œuvre artistique, mon nom Diallo qui est un nom Fouladou, même si je revendique appartenir à une communauté de race ancrée. Et comme par extraordinaire, j'étais le président de l'association des amis de l'île de Ngor. D'accord. Donc une association qui avait pour objet d'effacer les marques dites négatives qu'on avait trouvées sur cette île il y a plus de 36 ans. Voilà, donc Madone Kouy Sam Ilbi. Donc Sam, le oui, nom Sam, c'est le berger. Donc qui Sam Ilbi et qui devient peintre pour le professeur Saliou Diong. Il était naturel de m'appeler donc le berger de l'île de Ngor. Ce que j'ai accepté, mais en lui précisant que mon cheptel serait difficile à voir, parce qu'il faut savoir faire des plongées pour aller les trouver, c'est le cheptel marin, mes enfants. J'ai accepté et depuis donc on m'a collé ce nom de le berger de l'île de Ngor, que j'apprécie beaucoup. Oui, moi j'adore. Bonheur quelque part. Voilà. J'adore aussi. Merci. Et donc vous le dites, on peut dire que vous êtes artiste? Oui, je suis artiste aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on va revenir à pourquoi aujourd'hui. Quelle est pour vous la définition d'un artiste? Qu'est-ce qu'un artiste? C'est quelqu'un qui a eu la chance, si vous voulez, d'avoir dans son parcours spirituel une éducation de pensée quasi juste qui s'est installée dans son cerveau et qui impacte sur son psyché. Et lequel psyché lui permet d'activer son inconscient. Je peux aussi dire que l'artiste, c'est quelqu'un qui est préoccupé par son environnement et qui fait de cette préoccupation une recherche tendant tout le temps à le renvoyer à une certaine forme d'équité entre divers habitants de cet environnement-là. Qu'il s'agisse des humains, qu'il s'agisse du végétal ou qu'il s'agisse de l'animal.
Voilà, donc c'est une somme de sensibilité. Être artiste, c'est celui qui s'est réellement excité un petit peu sa membrane des silences pour sortir du plus profond de lui-même. Ce qu'il ressent, ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait vu, et essayer de le transposer sur un médium. Pour ce type d'art, ce médium étant naturellement la toile, bon, voilà, j'utilise cela pour essayer de répercuter. Être artiste, c'est celui qui essaie de jouer à sentinelle. Il est sentinelle d'une société parce qu'il alerte. Quelqu'un qui sait lire sa société, quelqu'un qui sait se projeter et quelqu'un qui justement sait dire attention. C'est pas prétentieux, on le fait de manière consciente ou inconsciente, mais on a tendance souvent, des fois sans en avoir réellement conscience, on a envie de dire des choses, d'alerter et de demander à l'autre, celui qui a la charge de la gestion globale de la société, qu'on appelle gouvernement ou peu importe l'appellation, de faire attention ou de s'arrêter pour repenser un système et essayer de l'améliorer. En tout cas, l'améliorer, c'est un bien grand mot. C'est réagir ou le réadapter pour que sa pensée soit très fortement ou en tout cas plus utile à ceux qui auront à consommer l'effet de mort. Voilà. Donc, l'artiste, c'est un petit peu tout cela. Et selon vous, du coup, comme l'artiste a un rôle d'alerteur, on va dire, qu'est-ce qui fait qu'il a cette longueur d'avance par rapport aux autres? C'est qu'il a la possibilité de laisser son inconscient souvent agir, ce qui est différent de l'homme normal. Celui qui est dans la normalité et qui refuse de sortir de certains cadres, refuse de sortir de certaines conventions, qui pense que se lever le matin, se composer le visage, même de manière hypocrite, jouer, marcher d'une certaine manière, parler d'une certaine manière, dire des choses parce que il faut qu'il reste dans des conventions et dans des règles. Bon, l'artiste n'a pas cette préoccupation. Il est même un petit peu plus dans la normalité que le philosophe. Okay. Il est hors convention, l'artiste. L'essentiel, c'est qu'il fasse quelque chose qu'il ressent. Et dès l'instant où ce quelque chose qu'il ressent offre une part de joie à celui qui pose son regard, il est satisfait. Parce que l'objectif final, en réalité, en toute chose, c'est quoi? C'est offrir de la joie, c'est offrir une part de bonheur aux uns et aux autres. Donc, on est tout le temps dans cette recherche du beau, là. Bien sûr. Alors, je dirais que là aussi, j'ai le sentiment que les Indiens ont eu une longueur d'avance sur nous quand ils donnent des définitions, quand ils disent, par exemple, que l'homme peut subir 3 formes d'orientation. Celui qui a l'orientation du regard, donc qui sait aller à l'observation des choses. Celui qui a l'esprit orienté, donc qui, au-delà de l'observation, peut aller jusqu'à la contemplation des choses. Mais il y a celui qui a l'âme orientée. Donc, ce dernier est linké au beau. Oui. Le beau, c'est le divin. Qu'il transcende. Et l'artiste est dans le beau, permanemment dans le beau. Donc, on peut dire de l'artiste qu'il est profondément spirituel, il est particulièrement et permanemment linké au divin. Et c'est souvent ce qui me fait dire, d'ailleurs, dans les différentes interventions que j'ai eu à faire, qu'un des objectifs de l'art, c'est d'aider l'homme, l'artiste, entre guillemets, à progresser dans son parcours dans son cheminement spirituel. Parce qu'on se pose tout le temps, nous, individus, hommes, avec un grand H, nous ignorons notre réalité sur Terre. Nous nous posons toujours la question de notre situation véritable. On se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on fait ici-bas. Quelle est notre mission sur Terre, bien sûr. Quelle est notre mission sur Terre? Et c'est un petit peu ces sommes d'interpellations, ces sommes de questionnements qui font que quand vous pratiquez l'art, vous avez le sentiment que certaines choses vous deviennent accessibles. Vous agissez et plusieurs années après,
le normal, le dit normal qui vient vous visiter et que vous entend parler d'une chose à travers une œuvre, dit que c'était de la prémonition. C'était pas de la prémonition. Vous l'avez reçu. Et vous l'avez réellement reçu à un instant bien précis. Je prends par exemple un cas d'une œuvre qui est en bas, que j'avais présentée en 2018. D'accord. Qui s'appelait Les Confinés. Ok. Ce qui était extraordinaire, cette œuvre réalisée devait être présente à l'université Cheikh Anta Diop lors de l'exposition sur le thème Quelle humanité pour demain. Oui. Quand toutes les œuvres ont été embarquées en destination de la BU, cette œuvre est tombée et est restée dans l'océan. Ah, d'accord. J'avais demandé aux uns et aux autres de ne pas y toucher, de me laisser arriver à l'université pour la sortir de l'eau et la laisser sécher. C'est au bout d'une semaine que je l'ai reprise en faisant quelques touches. D'accord. Et je l'ai baptisée Les Confinés. C'est comme si elle refusait d'être exposée bien sûr. En 2018. Alors, pour ceux qui l'ont vu après, durant la période de pandémie, ils me disent, mais c'est quand même curieux, c'était de la prémonition, vous saviez. Je ne savais rien, mais j'avais reçu, je n'avais pas le droit de ne pas traiter des confinés. Comme sur une autre œuvre, celle que nous avons en face de nous, que j'avais baptisée Droit constitutionnel dans une société de défiance. Cette œuvre, par contre, pendant un moment, j'avais hésité à l'amener à l'université. D'accord. Elle s'est imposée à l'expo, comme 47e pièce. Et c'est durant l'expo, le vernissage s'est tenu le 5, et il s'est passé à Saint-Louis l'Irréparable, effectivement des droits constitutionnels, donc le droit de revendiquer, le droit de marcher, le droit de faire, d'étudiants donc de Gaston Berger, qui ont insisté malgré la non-autorisation, et il y a eu mort d'homme. Et comme par extraordinaire, quand on voit l'œuvre, c'est un étudiant de Cheikh Anta Diop qui s'est approché de moi pour me dire, mais tonton, vous saviez qu'il allait se passer quelque chose. Je lui dis, que voulez-vous dire par là? Il me dit, mais pourquoi apparaît le profil de Fallou-Sen sur votre œuvre? Fallou-Sen, du coup, qui est la personne qui est décédée Et malheureusement. comme par extraordinaire, j'ai fait un profil sans avoir jamais vu Fallou-Sen, une coulée de sang par terre, donc des pains partout comme des étudiants qui couraient dans tous les sens, et mes baskets comme pour dire que celui, l'autorité qui était là, bien installé, et qui laissait faire. Et bon, voilà, et il s'est passé ce qui s'est passé. Pendant un moment, j'ai eu peur parce que j'étais là-bas pas comme artiste, mais je n'étais comme homme, père de famille. Bien sûr. Quand on m'a montré le profil de Fallou-Sen, je me suis posé la question de savoir comment est-ce que cela ait pu arriver. Ce n'était pas de moi. Mais c'est quelque chose que vous avez reçu. C'était des formes qui étaient là. J'ai pris tout simplement le petit pinceau pour faire le contour. Et ensuite, j'ai rajouté un œil et un truc. Donc, c'est devenu le profil. Et pour celui qui regarde l'œuvre post-réalisation, rien ne peut le convaincre à ne pas penser que l'artiste savait. L'artiste ne savait pas. Il a reçu à un instant bien précis. Il a fait. Ce qu'il a fait, bon, voilà. On l'appelle prémonition, on l'appelle comme on veut. Et puis bon, c'est comme ça. Mais c'est intéressant parce que il y a le fait de recevoir le message, il y a aussi le fait de l'entendre. Comment ça se passe quand on est artiste? Mais c'est quelque chose qui est en fait, vous savez, quand vous êtes sur votre toile par terre et comme agité, vous vous amusez à faire ce que vous n'oserez pas faire chez vous devant vos petits-enfants. Vous vous posez des questions par moment quand vous êtes tout seul. Okay. Quand je me vois danser sur une toile, il m'arrive de me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bon, quand je prends des pots de peinture et que je jette dans tous les sens sur une toile, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Imaginez-vous que mon petit-fils me voit jeter des pots de peinture. Mais papy, que fais-tu? Et qu'il arrive à la maison et qu'il confonde le drap de grand-mère à une toile et qu'il jette il recevrait des fessées. Mais voilà, c'est donc dire que l'environnement, l'esprit, ce que vous avez décidé de faire, un certain nombre de choses vous donnent des droits.
ici, à des instants précis, sur un médium précis. Ces mêmes droits, vous les perdrez dès l'instant où vous quitterez votre environnement d'artiste pour être dans autre chose. D'accord. Voilà. Okay. Ce qui vous est facilité ici et qui vous offre de la joie pourrait être en réalité ou pourrait avoir des conséquences de punition ailleurs, etc., etc. Mais bon, ça, ce sont des choses qu'il faut vivre avec l'artiste. On ne peut pas, post-réalisation, vous raconter les choses. Ce sont des instants où on est, pas dire possédé, mais on est autrement que ce qu'on aurait peut-être souhaité être dans une vie normale. Voilà. Intéressant. Bon, là, on a fait une visite de tout une expo très improvisée, on va dire, que vous avez fait actuellement. Et ce que je remarque, c'est que vous parlez de tout. Dans vos œuvres, il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués. J'ai l'impression que vous n'avez pas de tabou, ce qui est bien. Il y a une toile, Les Demoiselles de Khourombouki. Khourombouki, oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette toile? Les Demoiselles de Khourombouki, c'est une histoire quand même assez difficile. Et pendant un moment, j'avais eu à travers la toile des choses qui me paraissaient très très difficiles et qui se passaient au Japon, dans les geishas. Oui. Des femmes maltraitées qu'on appelait des prostituées. J'aime pas le terme. Je déteste ce terme. Mais enfin, c'est comme ça. Ce sont les appellations qui sont utilisées par l'homme aujourd'hui. Et j'avais quand même mal. Comme je suis dans un âge mûr, ce sont 28 ans. Voilà, 28 ans. 28 ans. J'ai quand même un vécu et j'ai un parcours. Et donc, du coup, je me suis souvenu de ce qui s'est passé à Khourombouki. Khourombouki, c'était une vallée qui traversait le quartier dit de Dialopit et Thiaroye, donc qui s'appelle maintenant le quartier Santayala. Mais on est vers les années 50, 52, un petit peu avant la constitution de la ville de Pikine. D'accord, donc là, dans la banlieue dakaroise. Mais bon, les tirailleurs étaient quand même revenus. Et Khourombouki, donc cette vallée était habitée par l'hyène, un petit peu avant, vers les années 40, les années 30. Au fur et à mesure que l'homme s'est implanté, l'hyène, l'animal, a quitté pour laisser la place à l'homme voyou qu'on appelait donc l'homme bouki. D'accord, l'homme loup. L'homme bouki, voilà, donc le petit voyou qui était là, qui habitait cette vallée, qui faisait ses larcins la journée ou la nuit et qui allait les cacher dans cette vallée. Donc au fur et à mesure que l'homme s'est implanté, des jeunes filles, souvent mineures, quittaient aussi leur village lointain pour venir trouver du travail à Dakar. Les banlieues où elles pouvaient être à 5, 10 dans une chambre et qui étaient accessibles du fait de peu de moyens qu'elles avaient, étaient les banlieues de Pikine, de Thiaroye, des choses comme ça. Les modes de transport qui existaient à l'époque étaient quand même très rares, parce que pour le car rapide, il fallait partir de Pikine-Icotaf. Je ne sais pas si vous voyez la distance. C'était presque 2 kilomètres à pied, pour aller prendre le car rapide. Et souvent, le car rapide, vous laissez à Bentali ou à Gougnay ou éventuellement au marché Tilène ou à Sandaga selon le coût que vous aviez, donc les moyens que vous aviez de payer en coût jusqu'à Sandaga. Alors donc, imaginez-vous ces filles-là quitter Dakar, la Médina ou le plateau, après 16 heures. Dakar était très peu éclairé, pas du tout éclairé. Elle n'arrivait pas chez elle avant 21 heures. Donc entre 19 heures et 20 heures, surtout en pareille période, c'était tout sombre. Elles étaient les victimes faciles de ces voyous qui étaient donc autour de cette vallée. Au départ, c'était les petites bourses qu'on leur prenait. Et ensuite, en fonction des atours présentés, c'était des opérations de viol. Une fois violée, la fille était gênée de retourner dans le groupe. Ou avait peur de retourner dans le groupe parce que le propriétaire allait la mettre dehors, de peur que le voyou n'arrive chez lui. Bien sûr. Tu vois, il n'y avait pas de sécurité du tout. Elle avait honte de retourner au village parce qu'elle venait de perdre l'essentiel. Pour une femme, c'était sa féminité. Bien sûr. Et c'était un petit peu la honte de sa famille. Donc l'un dans l'autre, ne pouvant ni rejoindre le groupe, ni rejoindre sa famille, elle n'avait d'autre choix au bout de quelques jours que de retourner chez ce voyou pour se trouver un oreiller où mettre, en fait, poser sa tête et éventuellement peut-être un bout de poisson même pourri pour se mettre ça dans le ventre. Et donc, du coup, ce voyou continuait à l'abuser et un jour, s'il en abuse une, ensuite deux, ensuite trois, il ne sait pas quoi en faire
et en fonction des atours, ils les destinent à la prostitution. Bien sûr, un proxénète, quoi. Voilà, ils se font proxénètes. Si c'est des atours intéressants, ces filles aboutissent sur le plateau. Un plateau, il y avait la coloniale, et la population ouvrière était entre la Médina et Rebeuss. Donc voilà, c'était où le plateau, ou cette zone-là, où elles se prostituaient pour une cuillerée à café, c'est une façon de parler. Et naturellement, il arrivait que certaines d'entre elles soient touchées ou attrapées par une maladie vénérienne, ne pouvant pas se soigner et ayant honte de déclarer parce que rejetée, risque d'être rejetée par les consommateurs, elle allait tout simplement se reposer donc à Khouroumboki, qui devenait progressivement un mouroir pour prostituées malades ou pour vieilles prostituées. Voilà, donc c'était une histoire douloureuse. J'avais envie de faire un roman autour pour ramener quand même nos amis avec ES à la fin, dites féministes, entre guillemets, et qui n'avaient jamais fait de plaidoyer pour ces filles. Bien sûr. Alors, dire que bon, parmi les sans-visage et les petites mains, il y a aussi des victimes. Et qu'il était quand même normal que l'on ait une pensée pour elles. Bien sûr. Une pensée post-mortem, parce que peut-être que parmi celles-là, il y en a qui ont laissé des enfants sans nom de famille, et parmi ceux-là, certains qui ont peut-être eu à jouer assumer des responsabilités assez hautes dans ce pays-là. Qui sait? Qui sait? Voilà. Donc, je dis, c'était aussi une manière là d'alerter. C'est-à-dire que quand on fait la plaidoirie pour la femme victime, n'ayons pas une pensée que pour les femmes intellectuelles. N'ayons pas une pensée que pour les femmes à visage ouvert. Ou les petites dames. Bien sûr. Bien sûr. Une femme est une femme. Qu'elle soit victime, elle mérite d'être protégée, d'être défendue. Voilà. C'était aussi une invite un petit peu à cela. Et je me suis dit que tout compte fait, je peux faire un roman, ça va être lu de ceux qui aiment la lecture. Oui. Alors que une œuvre d'art interpelle. Et toutes les personnes qui passent ici, c'est comme si, outre ciel, ces filles ressortent pour me dire merci, parce que c'est une des toiles les plus visitées de ma collection. Elle est très belle. On l'a vu en bas. Aujourd'hui, elle est très parlante. En tout cas, une des pièces qui fait ma fierté d'artiste. Cette demoiselle de Khouroumboki. Il ne se passe pas une semaine ou 15 jours sans que quelqu'un ne s'arrête devant cette œuvre pour me dire, mais qu'est-ce que c'est que les demoiselles de Khouroumboki? Avec les hommes loups, on voit. C'est vraiment très... Voilà. C'est quand même quelque chose d'assez fort. Et je me dis que donc, outre ciel, elles sont venues me dire merci. Ouais. Et j'accepte le remerciement. Ouais, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Et là, du coup, nous enregistrons cet épisode de chez vous, à l'île de Ngor. Donc, nous, on a pris une petite pirogue pour traverser. C'est vraiment très paisible. Je me demandais pourquoi cet endroit? Mais c'est très simple. Aucun d'entre nous ne sait en réalité la force qui vous installe sur un des points de l'humanité, cet immense territoire qu'est la Terre. Oui. On décide un jour de vous fixer à un endroit de cette éternité. Vous ne pouvez pas, vous ne trouverez jamais les mots pour expliquer les raisons pour lesquelles vous êtes là. Maintenant, si vous partez du principe que l'homme, en général, a 3 formes d'alimentation. Vous avez ce qui alimente, ce qui vous remplit le ventre, particulièrement chez les céréales, mais qui est très utile. Vous avez l'alimentation du cerveau, vos voyages, ce que vous êtes en train de faire, la lecture, l'éducation en général, qui vous permet de meubler votre cerveau. Mais vous avez une autre alimentation, c'est l'alimentation spirituelle. Et c'est la conjugaison de ces 3 alimentations, de ces 3 formes d'alimentation qui permettent à l'homme d'atteindre un certain équilibre. Cet équilibre, c'est peut-être un jour, chez les grands sportifs par exemple, comprendre que votre âme habite votre corps et qu'il vous faut donc soigner votre corps pour qu'il puisse être cette enveloppe assez forte, assez robuste pour contenir votre âme. Et vous pratiquez du sport de manière consciente ou inconsciente. Je dis que si les sportifs ont tant de succès, savent attirer tant de monde,
offrent énormément de joie et de bonheur à l'autre, c'est justement parce qu'ils ont conscience que le corps est précieux. Bien sûr, bien sûr. Et du fait que le corps est précieux, parce que c'est au corps que le divin a confié l'âme, ils s'exercent tout le temps à protéger leur corps. Ils s'exercent tout le temps à être le plus sain possible. Il y a une autre manière d'entretenir son corps. C'est vivre une passion. C'est aussi une manière d'entretenir son corps. D'avoir conscience que ce corps est un élément précieux, qu'il faut soigner, qu'il faut entretenir, qu'il faut offrir, à qui il faut offrir la joie de s'exprimer. Il faut rire quand on a un corps sain. Mais quand on a effectivement cette nourriture spirituelle qui est un petit peu plus importante chez vous que la nourriture, l'alimentaire ou le reste, parce que nourriture spirituelle et un cerveau bien meublé vont ensemble. Bien sûr. Donc, quand ça devient une dominante, cela déclenche effectivement certaines choses de votre membrane des silences, ce qui vous permet justement de vivre certaines passions, c'est-à-dire de vous installer dans un environnement sain. Et vous, ici, c'est votre environnement sain. Cet environnement est sain, nous sommes sans pollution. Prenez tout Dakar, nous sommes le seul quartier de Dakar sans pollution. Nous ne sommes pas pollués. Moi, je respire bien, j'ai pas d'allergie là. On n'a pas d'allergie. On est tranquille. Qu'est-ce que nous entendons comme bruit? Ce sont les murmures de l'eau. Le soir, qu'est-ce que vous avez? C'est le chant de l'espace. Mais ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant. Et cette règle qui est une règle de droit, de 3 universel, même dans le découpage d'une journée, vous le sentez, on vous demande de découper votre journée en 3 parties. 8 heures pour dormir, 8 heures de temps de travail et 8 heures pour faire autre chose. C'est ça. Si vous dormez un petit peu moins parce que vous consacrez à la spiritualité un petit peu plus de temps, un jour vous deviendrez celui qu'on appelle le sage. Celui pour qui être riche ou être pauvre a valeur égale. C'est ça. Celui pour qui être célèbre ou être un homme sans visage a valeur égale. Celui qui travaille à atteindre une certaine forme d'humilité. Quelqu'un qui passe sa vie à vouloir recevoir, pour se concerter, pour communiquer, pour installer la confiance entre lui et les autres. Que demande-t-on de plus sur cette terre? Il suffit donc, en réalité, si vous voulez bien vivre, tout simplement de chercher l'équilibre entre ces 3 formes d'alimentation. Donc, quand je suis arrivé ici par accident. C'est vrai? Et par accident. J'étais ingénieur. On va en parler. J'avais participé aux journées de réflexion sur le secteur des télécommunications. Et en 1985, quand la direction générale de la santé a été mise en place, le premier directeur général, mon aîné Alassane Dalindiaye, qui m'avait impliqué dans l'étude du premier grand projet de construction de réseau de la ville de Dakar. D'accord. Et c'est ainsi que j'ai découvert qu'il y avait une île qui s'appelait l'île de Ngor, parce que quand j'étais enfant, je n'osais pas aller à la plage. C'est vrai, pourquoi? Ah non, on m'a chicoté après, on m'interdisait d'aller à la plage. Quand j'ai vu qu'il y avait une île, donc là, il y avait un camp militaire, j'ai fait du camp militaire en prétexte pour venir sur l'île, faire une étude et proposer que l'on amène le téléphone au moins dans ce camp militaire. C'est comme ça que j'ai découvert l'île de Ngor. Je suis revenu après un petit peu plus souvent parce que j'étais devenu un monsieur, entre guillemets. Je me composais des visages comme tout le monde. Et puis, bon, voilà. Et j'ai voulu acheter un cabanon pour faire bien comme tout le monde et avoir une résidence secondaire parce que c'était de mode. Mais voilà. Donc, juste comme ça que je me suis posé sur l'île et j'ai aimé et progressivement, j'ai rencontré des hommes et des dames super sympathiques. J'ai connu beaucoup de personnalités ici. J'ai rencontré une amie, paix à son âme, c'était France Gall. Et nous échangions tout le temps. Et un jour, on a eu l'idée de mettre en place cette association des Amis de l'île de Ngor et qui aujourd'hui a presque 20 ans d'âge et que j'ai donc dirigé pendant au moins 18 à 19 ans. Voilà, donc on a fonctionné. Je suis incapable de dire qui me retient ici. Alors tantôt je dis que c'est un monde de génie
Et par moments, il est préférable d'être avec les génies que d'être avec les hommes. Les génies ne sont pas violents. Ils vous offrent ce que vous leur demandez de vous offrir. Ils sont généreux quand ils le veulent. Et si vous vous comportez de manière un petit peu normale avec eux, ils se font vos protecteurs. Et comme elles sont toutes belles, elles sont toutes devenues mes maîtresses. Maintenant, je suis l'amant imaginaire de l'ensemble des génies de la ville de Dakar. Donc, vous avez une œuvre qui est très, très belle, qu'on a vue tout à l'heure. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous parlez de votre enfance. Moi, j'aimerais bien que vous me racontiez un peu vos souvenirs d'enfance. Où vous êtes né déjà? Moi, je suis un natif de la Médina. Je suis né à la rue 5, angle 6. C'est le marché Cheikh Madiké. D'accord. C'est là où on fait les meilleurs dibis du Sénégal. D'accord, dibis qui sont les grillades de viande. De mouton. Et voilà, je suis né donc dans la maison où il y a aujourd'hui une dibiterie. Super. Et qui s'appelle la dibiterie Milou. D'accord. Si vous voulez réellement goûter un bon dibi, un vrai dibi, il faut aller à la rue 5, angle 6. Vous aurez de la viande toute fraîche et un très très bon dibi. Et demandez à mon jeune frère Milou que vous venez de ma part et vous serez bien servi. D'accord. Voilà, donc je suis un natif de la Médina. Mais j'ai quitté la Médina, j'avais à peine 3 ans. D'accord. Mon père, qui était ouvrier maçon, venait de rentrer dans une coopérative, les Castors. Et il avait très fortement participé à la construction des premiers lotissements de cette coopérative, constituée donc Castor 1. Mm-hmm. Et il se trouve que il a été le premier occupant de Castor 1. L'espacement entre lui et les seconds, les troisièmes et les quatrièmes était de 24 heures. D'accord. Mais voilà, il a été quand même le premier occupant. Donc, je dois dire quelque part, sans en être l'aîné du point de vue de l'âge, je suis le premier garçon à poser mes pieds à Castor 1. D'accord. Et mon jeune frère est le premier natif de Castor 1. Voilà. Donc, je suis né au Castor 1. Et quand nos parents sont arrivés après une maison, la première vingtaine de maisons, ils ont décidé ensemble de mettre en place une dara, une école coranique. Oui, une école coranique. Ouais. Et ensuite, pose de première pierre d'une mosquée qui est Moïdjouma et Castorbi. Et naturellement, 2 ans après, on a vu donc l'école d'Herclé 1 se mettre en place. D'accord. Et donc après mes aînés, j'étais pas le premier parce que j'étais quand même le plus jeune parmi ceux qui sont arrivés après moi. Oui. Voilà, donc j'ai fait mes classes primaires à Derklé 1. Et avant cela, on n'allait pas au jardin d'enfants, on allait à l'école coranique. Vous avez commencé par l'école coranique, voilà. ouais. Donc j'ai commencé par l'école coranique parce que mon papa voulait que je devienne un jour imam. C'est vrai. Et vous vouliez? Disons que moi, je voulais ce que mon père voulait. Il ne me posait jamais de questions. Et ma vie a été ponctuée d'ailleurs de volontés autres que la mienne. Alors, ça, pendant que mon père voulait que je devienne imam. Ma maman voulait que je devienne quelqu'un, que j'aille à l'école. Et en définitive, le compromis a été trouvé parce que j'étais, je dirais pas brillant, mais je suivais bien mes cours coraniques et je ne disais jamais non à papa. D'accord. Le mercredi, j'acceptais de prendre le pot comme font les talibés. Je le faisais pas de manière régulière. Mais quand j'ai compris que c'était dans ma formation, je l'ai accepté. Je sortais de ma petite chambre pour dormir à même le sol et dans le salon, par moments dans la cour, parce qu'il fallait que je laisse la place à des cousins qui venaient de Dagana, ou à des tantes ou des oncles qui venaient de Dagana pour visiter leurs frères ou leurs sœurs. Parce que mes parents sont cousins, cousines. D'accord. Donc, ce qu'on pouvait considérer comme des formes de souffrance en tant qu'enfant, c'est une fois que j'ai atteint un certain âge que j'ai compris que c'était une des meilleures écoles que j'ai eues dans ma vie. Parce que ce qui me permet aujourd'hui d'être à l'aise dans une case, et d'autres aussi à l'aise à Georges V. Bah, bien sûr. Mais voilà. Donc, j'ai subi cela, je l'ai accepté, et ce qui m'a le plus marqué par contre dans ma vie, c'est la volonté qu'avait ma maman à faire de moi un bon élève. Scolaire. Un bon élève, oui, d'accord. Elle était analphabète, comme mon père. Elle prenait, chaque fois que je revenais de l'école, elle prenait mon syllabaire ou le Mamadou Ebinatan.
Il allait voir une copine qui a été à l'école pour apprendre ma propre leçon et une leçon d'avance. Pour se faire ma répétitrice. Et ça, je dis, j'ai vécu avec elle comme ça quasiment jusqu'à son décès l'année dernière. Ah oui, c'est récent. J'étais assez proche de ma mère. Ça, c'était le point le plus fort de ma vie. C'est là où j'ai eu réellement la plus belle des transmissions. Une maman qui avait une volonté, qui n'avait pas de base, mais c'est sa volonté. C'est-à-dire donc, elle a vécu ce que je considère être une recommandation divine. C'est un hadith du prophète qui dit que si la volonté de l'homme s'attachait à atteindre ce qui est au-delà du trône céleste, elle y parviendrait forcément par la grâce d'Allah. Donc cette volonté que maman avait à faire de moi quelqu'un m'a permis de rejoindre en 1970 la France pour des études supérieures. Et dire que jusqu'en 1970, l'épargne de mon père n'était pas suffisante pour m'offrir le billet d'avion. Et il refusait que je parte en France avec un billet d'avion donné par le Sénégal. Parce qu'il disait, il était opposant à Senghor. C'était un ouvrier du PAI. Bah oui, pour le coup, c'était pas du tout le... Et il me disait que non, son fils ne voyagera qu'avec son argent. Heureusement qu'on avait Ancerville à l'époque. Et le billet pour rejoindre la France était de 40 000. 40 000, Maman, c'était énorme quand même. Ah oui, c'est clair. Maman, perturbée, a cherché dans tout le quartier quelqu'un qui pouvait être là en vacances et qui voyagerait par Ancerville. Elle n'osait pas dire à son époux que mon fils ne partira pas par bateau parce qu'on ne disait, on ne contrariait pas son époux à l'époque. Oui. C'était valable et pour la femme et pour l'enfant. Donc, personne ne pouvait le contrarier, soit-il ce grand frère. Donc, bref, c'est son jeune frère, tonton Gaucher, qui lui aurait dit que il y avait un certain monsieur qui s'appelait monsieur Ousmane Sow, grand frère de Sami Sow, qui habitait une cité environnante, qui avait une femme française, qui avait voyagé par Ancerville et qui repartait par le même bateau. C'est le sculpteur, hein, c'est ça? C'est et Sow, à l'époque, il était kinésithérapeute. Oui. Et comme par extraordinaire, quand maman avait été le voir pour lui dire que sama doom dafa war a dem France et il ne peut voyager que par Ancerville, il m'a fait la gentillesse d'être mon tuteur le temps d'une traversée de l'Atlantique. Sacré tuteur. Et c'est ainsi que donc mon homonyme est venu me chercher parce que lui, c'était un des patrons de la douane. Il m'a mis dans sa belle bagnole, fier de son homonyme. Il m'a amené jusqu'au port sans difficulté. Et arrivé donc au port, c'est Ousmane Sow qui m'a pris par la main et qui m'a accompagné jusqu'à Marseille où j'ai fait ma première bêtise parce que j'avais reçu un télégramme dans le bateau qui me disait, arrivé à Marseille, tu prends un ticket pour la gare de Lyon. D'accord. Que mon oncle qui devait m'accueillir avait envoyé. Donc lui, il était censé venir me chercher à la gare de Lyon. Mais moi, dans mon esprit très petit de Sénégalais, arrivé à Marseille, j'ai acheté un ticket pour Lyon. Bah oui, c'est ça. Mais voilà. Parce qu'ici, on disait la gare de Saint-Louis, la gare de Kaolack, la gare de... Mais en même temps, mais voilà. En prenant du recul, c'est voilà, c'est super. Alors donc, j'ai acheté un ticket pour Lyon. Alors qu'on vous attendait à Paris. C'était ma première bêtise alors qu'on m'attendait à Paris. Mais je suis resté. Et c'est là où j'ai reçu la première gentillesse française. Alors quand on me parle de Paris et des Français d'une certaine matière, je suis quelque part des fois choqué. Parce qu'il y a une somme de gentillesse, une somme de bonheur que j'ai quand même eu pendant 8 ans dans ce pays que je ne peux pas effacer comme ça. Bien sûr. Imaginez-vous un garçon qui voyage pour la première fois de sa vie, qui arrive à Marseille, qui prend un ticket pour Lyon, alors qu'il est attendu à Paris. Alors j'étais là debout, tout bête, perdu. Là, juste au moment où passe à côté de moi un homme d'un certain âge qui s'arrête pour me dire, jeune homme, vous cherchez quelqu'un. Je dis non, j'attends mon oncle qui doit venir me chercher. Et je lui montre le télégramme et tout. Il le lit, il a compris que j'étais complètement à côté. Il a eu la gentillesse, c'est dommage que j'étais pas dans la mémoire, sinon j'aurais quand même consigné tous ses noms et prénoms. Bien sûr. Pour aujourd'hui, ne serait-ce pour des besoins d'écriture. Il a pris le contact de mon oncle par télégramme en lui disant que votre neveu s'est trompé. Il est à Lyon, mais je vais le mettre dans le train
le Mona à Paris à telle heure. C'était quand même très, très fort. Ouais. Il m'a attendu, il a fait le télégramme, il m'a mis dans le train. Et quand je suis arrivé donc à la gare de Lyon, j'ai trouvé effectivement que mon oncle était encore là à m'attendre et pour prendre son neveu et m'amener là où il habitait à l'époque. C'était une des banlieues de Paris qui s'appelait Champs-sur-Marne. Oui, Champs-sur-Marne. Voilà. Où j'ai fait ma deuxième bêtise. Et cette fois-ci, c'était par rapport à un bout de pain que j'ai été chercher à la boulangerie. Au bout d'une semaine, tonton a voulu m'initier, que je prenne contact et il me demande d'aller à la boulangerie. Et j'arrive donc à une heure où il y avait presque plus de pain. Et je dis à la boulangère, je veux un pain, madame, très poli comme tous les jeunes Sénégalais. Bonjour, madame, bonjour, mais voilà, très respectueux. Je veux un pain. Et la dame, fatiguée visiblement, qui me dit, on n'a pas de pain ici, il y a que des bâtards. Mais entre l'instant où il me dit qu'il y a que des bâtards et le moment où il reçoit une gifle sur la figure, j'ai fait le scandale du quartier. Ceux qui connaissaient mon oncle ont été vers lui pour lui dire, il y a ton oncle, ton neveu, là, le nouveau qui vient d'arriver, qui se bat de l'autre côté. Il est venu, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais elle m'a insulté. Je lui ai dit que je veux un pain, elle me traite de bâtard. Alors, il a tout de suite compris que j'avais fait une bourde. Il m'a pris, et puis après, bon, voilà. Et ça, c'était quand même des choses qui m'ont aussi marqué. Bien sûr. Voilà. Donc, de mon enfance, j'ai démarré une adolescence dans ces conditions. Donc, je ne remercierai jamais assez le sculpteur, celui qui est devenu sculpteur par la suite, Ousmane Sow, et qui d'ailleurs a eu aussi à intervenir dans ma vie de peintre, parce que quand il l'a appris, il a eu la gentillesse de trouver mon téléphone et de m'appeler. J'ai été lui faire une visite de courtoisie. On a échangé et il me dit, mais tu te bats bien, je vois là, tu es devenu artiste. Je lui dis, ben oui, je veux devenir artiste à l'époque, je disais. Et je lui dis, mais tiens, justement, tonton, une question que je voudrais te poser. Je trouve quand même les Sénégalais assez culottés. Il me dit, mais pourquoi? Je lui dis, mais quand je travaille sur une œuvre pendant un mois, je vois des fois beaucoup plus jeunes que moi venir me dire, ça c'est à moi. Okay. Mais moi, quand j'étais ingénieur, je valais 10 millions le mois. Mais personne n'est venu me demander mon salaire à la fin du mois pour me dire que ça c'est à moi. Bien sûr. Alors, je comprends pas que je produise quelque chose au bout d'un mois, c'est-à-dire que j'y consacre autant de temps, des fois même plus de temps que le temps d'ingénieur. Et que bon, voilà, que les uns et les autres pensent que c'est du n'importe quoi. Oui. Et il me dit, c'est pas valorisé, quoi. Il me dit, tu ne l'échangeras pas. Non. La seule chose que tu peux faire pour ne plus entendre ce genre de choses, c'est que tu réalises des œuvres qui ne rentreront pas dans leur salon. Je lui dis, ah bon? Je dis oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des grandes œuvres. Pour plus qu'on me pose cette question, parce que je ne voulais pas être négatif et je ne voulais pas parler argent. Mais ça, on va en parler. Mais avant, j'aimerais savoir, est-ce que pendant votre enfance et adolescence, vous aviez du coup des rêves? Vous rêvez de devenir quoi? Est-ce que je voulais être architecte. Architecte, ça, votre rêve intérieur? Oui. Ok. Je voulais réellement être architecte. Mais je voulais être architecte parce que mon père était ouvrier maçon. Oui. Il m'emmenait sur ses chantiers tous les dimanches. Le chantier dont je me souviens le plus, c'était le chantier de ce qu'on appelle maintenant le Conseil constitutionnel, qui était le musée dynamique. D'accord. C'est lui qui a construit, au nom des grands travaux de l'Est, le musée dynamique. Il était déjà devenu chef de chantier. D'accord. Donc il était devenu un monsieur. Oui. Donc j'arrivais, j'étais le fils du chef de chantier. Donc j'étais au bon soin. Ouais. Et je me souviens de ce chantier parce qu'en fait, il y avait eu un cachalot qui avait échoué sur cette côte. Et j'avais une photo de l'enfant sur le cachalot. Nice. Et ça, c'était super. Bien sûr. Donc, j'ai quasiment suivi toute l'évolution de ce musée dynamique parce que c'est mon père qui l'avait construit. Donc, je me disais un jour que je serais moi l'architecte qui va dessiner pour son papa les bâtiments qu'il va construire. Donc, je voulais devenir architecte. Et papa aussi voulait que je devienne architecte. Bien sûr. Mais quand je suis arrivé en France, mon oncle... Et l'imam, enfin l'imam n'avait pas disparu. Oui, il n'avait pas disparu. L'imam n'avait pas disparu. Je vous donne par exemple un truc. L'imam n'avait pas disparu. J'ai toujours participé au concours de récitation de Coran. J'ai jamais été deuxième. Toujours premier. Je le dis comme ça en passant. Oui. Ben voilà. Quand je suis resté étudiant, je suis resté en France pendant 8 ans pour apprendre des choses. Et pendant 8 ans, les copains appelaient ma chambre la Mecque. J'avais un petit électrophone Tépaz
Et il n'y avait qu'un disque Qui tournait en boucle. qui tournait en boucle et c'était toujours l'appel à la prière. 24 heures sur 24. Certains copains ou certains jeunes frères disaient chez le Grand Nec, on va pas y aller parce que là-bas c'est la Mecque, quoi. Tu vois. Alors donc, en réalité, l'imam a toujours été là, même si je ne l'ai pas pratiqué. Bien sûr, je comprends. Je suis d'une famille profondément dans la spiritualité. Nous sommes tous des talibés tijanes. Quand je suis rentré, je n'avais qu'une chose, j'étais ras des cimetières. Toutes les minutes que j'avais, je les consacrais au zikr. J'étais tout le temps à la recherche de ce nom. J'étais tout le temps chez des papas, chez des grands-parents, d'amis de grands-parents, qui détenaient, comme on dit, certains secrets. Et j'avais envie qu'ils me transmettent. J'y consacrais des nuits entières. Je dormais très très peu. Je voulais, dans la pratique de tous les jours, devenir un imam sans mosquée. Mais ça rejoint ce que vous disiez au tout début par rapport à la quête spirituelle. Enfin, Elle a toujours été là. voilà, c'est quand même très 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 Voilà. lié. Cette quête, Elle a toujours été là et elle ne me quittera jamais. Bien sûr. Même J'ai une dans question ce que là-dessus, je mais je fais, vous la pose après. j'ai le sentiment que dans ce que je fais, il y a une certaine continuité. Bien sûr. Je dis très rarement une chose. J'avais toujours rêvé de convertir quelqu'un à l'islam. C'est vrai? Ouais. J'ai vécu Pourquoi? comme ça. J'avais envie de faire découvrir la beauté de l'islam Oui, bien sûr. D'accord, dans ce sens. à des personnes qui ne connaissaient pas l'islam. Comme j'ai été à la découverte du judaïsme. Parce que j'ai rencontré dans ma vie une dame juive, 2 dames de cette communauté. Et un homme, 3, de cette communauté. L'homme, je me souviens, parce qu'on est tout le temps en contact, il s'agit de Charles Zrayen. Ok. Donc 3 personnes de cette communauté qui m'ont rendu des services énormes. La première, je cherchais du travail le soir pour pouvoir financer un certain nombre de choses. Et dans l'entreprise, on m'appelait Doudou. D'accord, Abdoulaye Doudou. Alors, j'arrive, le chef d'équipe me dit, Doudou, prends ça, amène ça à gauche. Mais je dis, ah, mais pourquoi il m'appelle Doudou, ce Je con-là? m'appelle pas Doudou, c'est Je clair. m'appelle pas Doudou. Alors, pour lui dire que bon, voilà, j'ai réagi comme lui. Il me dit, Doudou, prends ça, amène à gauche. Alors, Doudou prend ça, il va à droite. Alors, il avait commencé à dire que c'est le plus con des doudous qu'on a dans l'entreprise. J'ai joué le jeu jusqu'au jour où il a eu des Canadiens qui étaient venus, à qui il devait expliquer le fonctionnement d'une machine en anglais. Et il ne savait pas faire. Il savait pas faire. Et le doudou qui était là et qui voyait qu'il était quand même embêté, l'a tiré d'affaire. Et donc, du coup, il a fait le tour de l'entreprise pour dire, mais en fait, le doudou là, Ah, c'est con. il est quand même curieux parce qu'il a le bac de chez lui, il a le bac français, il a le bac anglais. Bon, voilà. De fil en aiguille, ça a fait du bruit au sein de l'entreprise. La patronne, qui était donc la communauté juive, m'a fait appeler le lendemain. Elle m'a posé la question de savoir qu'est-ce que je faisais dans l'entreprise, qu'est-ce que je faisais dans la vie. Je lui ai expliqué. Elle m'a dit que désormais, vous viendrez vous mettre là dans mon bureau pour travailler. Et je continuerai à vous donner ce que je vous ai donné jusqu'à présent tous les mois. C'était quand même énorme. Bien sûr. La deuxième dame de la communauté juive que j'ai rencontrée, j'étais asthmatique, toujours asthmatique. Et j'avais tout le temps des crises. Tous les jeudis, j'étais à l'hôpital universitaire pour une perfusion. Et un jour, je rencontre un professeur de l'hôpital Laennec, le professeur Chrétien, qui me dit qu'il vous faut trouver un point en hauteur à Paris si vous voulez rester à Paris. Le seul point en hauteur que j'avais, c'était ou Montmartre ou les Buttes-Chaumont. Et on me propose un studio juste sur la rue de Botzaris, au 62-64, rue Botzaris, juste en face du parc des Buttes-Chaumont. La propriétaire était une dame aussi de la communauté juive. Le loyer était de 1180 francs. Et ma bourse était de 1200 francs. Donc, si je prenais la chose, il me restait 20 francs pour vivre le mois. Alors, quand j'étais vers cette dame, je lui ai donné tous les papiers, les problèmes de santé auxquels j'étais confronté. Et elle m'a regardé, les yeux dans les yeux, et m'a dit, vous dites vrai. Puisque vous dites vrai, cet appartement, vous paierez quand vous voudrez. Elle m'a donné un des plus beaux studios du 62-64 Botzaris, et c'était super parce qu'en plus, à côté, il y avait la SFP, et à l'époque, les Claudettes de Claude François
venait prendre un verre le soir au troquet qui était juste en dessous de l'immeuble. J'adore. Donc, je frimais. Quand j'arrivais, je sortais de mon studio On et disait, j'allais à ce waouh. troquet-là pour voir les Claudettes. Enfin, et un jour, on est devenus d'ailleurs des amis. Voilà. Donc ça, c'était aussi quelque chose de magnifique. La troisième personne, c'était Charles Rehen. Charles Rehen, c'est un homme d'un certain âge que j'ai connu chez ITT, qui en a toujours pris comme mon fils. Et quand il a pris sa retraite, il a continué à venir au Sénégal parce qu'il avait beaucoup de respect et de considération pour moi. Et à un certain moment de ma vie, j'ai touché réellement le fond. Et c'est Charles qui était là pour me soutenir et pour me tirer d'affaire. Voilà, donc, ce sont des choses que je ne peux pas oublier. C'est un petit peu des différentes étapes, un petit peu de ma vie allant de l'enfance à l'adolescence et même de l'âge adulte. En fait, du coup, j'ai quelques questions là-dessus parce que donc vous êtes vous devenez ingénieur. Oui. Donc pendant de nombreuses années, c'est votre carrière, c'est ce que vous faites, comme vous disiez tout à l'heure, un bon monsieur, résidence secondaire, etc. À quel moment vous avez le déclic ou à quel moment cette vie d'artiste vous caresse et vous dites que vous allez aller vers ça? Mais voilà, comment ça s'est passé? C'est très simple. Il y a deux étapes intermédiaires. La première étape, c'était en 1999. D'accord. Je sortais de voyage sur la Mecque. J'allais à la Mecque tous les ans. Et j'avais décidé de faire le grand pèlerinage. Et quand je suis revenu de ce pèlerinage, c'était la première fois de ma vie que je me suis souvenu avoir partagé un bol avec mon père, qui m'avait invité à manger. Et j'arrive chez ma mère et j'ai mangé pour la première fois dans le même bol que mon père. Ouais. Et c'est quand j'ai quitté ce bol que ma mère m'a dit, est-ce que tu t'es souvenu une seule fois avoir mangé avec ton père? C'est là où j'ai réalisé que c'était la première fois de ma vie. De votre vie totalement. De ma vie. Je n'avais jamais partagé un bol avec mon père. Mon père ne mangeait qu'après ses enfants. Il nous laissait manger et il prenait nos restes. Mais la signification était très simple. C'est-à-dire que pour lui, maintenant que j'ai accompli le dernier pilier de l'islam, j'ai fait le grand pèlerinage à la Mecque, c'est à cet âge-là que pour lui, je suis devenu adulte. Donc, je pouvais partager le même bol avec lui. Et c'est après que j'ai eu une série d'initiations, de manière directe, par mon père. J'étais pour lui dans la possibilité de recevoir. Vous aviez quel âge? En 1999, j'en ai 69, aujourd'hui nous sommes en 2021, je devais avoir 39 ans, 40 ans à peu près. Et je me tiens, voilà, maintenant que la question me posait, j'étais pas loin de mes 40 ans. Voilà. Donc c'était à partir de ce moment que j'ai quasiment tout reçu de mon père. Et en fin de vie, je l'accompagne à l'hôpital. Il est hospitalisé. Mon fils venait d'avoir son bac et il me dit, ne sois pas bloqué à Dakar par ma maladie. Va en France vers l'inscription de ton fils et va faire la mission qui t'amène en France. Je devais aller pour chercher des partenaires parce que la Sonatel devait réaliser un de ses plus grands projets. C'était le plan d'équipement qui portait sur environ 110 milliards de francs CFA. D'accord. Donc je devais me rendre en France et je ne devais pas le rater. Et papa me dit que tu vas faire ta mission et tu en profites pour faire l'inscription de son fils. Il n'avait pas encore les résultats de l'examen de mon fils. C'est quand je suis arrivé chez moi que mon fils m'a dit, papa, ça y est, c'est bon, le bac en poche. Et j'ai donc tout de suite, je dis, va voir ton grand-père et tu lui donnes la bonne nouvelle. Mais avant que je ne le quitte, il m'a appelé 2 fois. Il m'a chuchoté à l'oreille que je ne savais pas prier. Depuis tout ce temps. Je me posais des questions, tu vois. Bon, allez, je me dis que c'est la maladie. Je dis, bon, d'accord, papa, maintenant je peux y aller. Il me dit oui. Après, il me rappelle. Et j'arrive, il me dit qu'il a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et une 3e fois, il me dit, mais Ablaye, ça fait longtemps que tu n'as pas vu Serigne Saliou. J'avais jamais vu Serigne Saliou, j'étais pas mouru. Serigne Saliou qui est du coup et il me dit, ça fait longtemps que tu n'as pas vu aussi Serigne Babacar Sy Mansour. Celui-là, je comprenais parce que c'est celui qui m'a donné le verre en 1981. Bon, je lui racontais des histoires. Moi, j'avais hâte de partir et puis de prendre l'avion. Et j'ai pris l'avion, j'arrive à Paris. Le lendemain, je fais ma première réunion avec la SAT. Et je retourne à l'hôtel à Montparnasse le soir et je trouve 50 000 messages. Appelle ton grand-père, appelle ton beau-père, appelle ta femme, appelle... Je dis, allez, c'est fini.
J'appelle mon beau-père et il me dit, bon, écoute, Dieu, on a décidé ainsi. Ton papa est parti avant. Et il m'avait dit avant que tu ne serais pas là quand il quittera cette terre. Il avait dit la même chose à ses 2 aînés qui m'ont interdit de venir, de laisser la mission. Ils me disent, tu achèves la mission qui t'a amené à Paris. Et tu inscris surtout ton fils avant de revenir. Donc, je n'ai pu assister qu'au 8e jour de mon père. Et donc, voilà, ça, c'était quand même aussi toute une histoire de ma vie. Bien sûr. Je raconte très rarement. Alors, imaginez-vous que durant toute cette période, mon rêve de convertir quelqu'un était là. Ce n'est que durant ces 10 années de peinture, là où pour le commun des mortels, le commun des musulmans, ce que je fais n'est pas normal, c'est là où je trouve, par la grâce de Dieu, la possibilité de convertir 18 personnes, et 18 de nationalité française. C'est quand même énorme. Ça ne fait pas de moi un imam, ça ne fait pas de moi un saint. Mais je dis que mon rêve d'enfant se réalise alors que je suis dans un métier qui a pour objectif d'orienter et de consolider le process de perfectionnement de notre dimension spirituelle. Bon, maintenant, quand on rattache tout ça, un jour, j'écrirai peut-être tout ça et je trouverai les mots qu'il faut peut-être pour raconter. Et mais ça me dit pas qu'est-ce qui vous a fait changer de métier? Mais la deuxième étape, c'était mon beau-père. D'accord. Quand mon père est décédé, je rentre. Je me suis dit tout simplement que mon père n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Cette course effrénée au fric, je vais l'arrêter tout de suite. Et ça, c'était spontané? C'était spontané. Ok. En 99, j'ai décidé de ne plus travailler. Okay. J'avais un bon business, j'ai laissé ça aux plus jeunes qui étaient là en leur disant, vous en faites ce que vous voulez. Et je les ai accompagnés pendant quelques mois, mais de manière mytho. Et j'avais regretté de ne pas avoir consacré assez de temps à mon père. Bien sûr. J'avais réellement un problème de conscience. Et comme par extraordinaire, ma belle-mère était là. Elle était paralysée. Mon beau-père était là. Et il était atteint de cécité. Je me suis dit, mais en réalité, le temps que je n'ai pas offert à mon père, je vais volontairement me faire le bâton de vieillesse de mon beau-père. Et comme ça, je serai avec lui sur place et je pourrai en même temps m'occuper de ma belle-mère. Et je laisse mon épouse l'argent pour qu'elle puisse s'occuper des soins et de sa mère et de la mienne, etc. Tu vois. Et donc, je me suis consacré à mon beau-père et j'étais son bâton de vieillesse pendant au moins 10 ans. Ou un petit peu plus. Donc, pendant ces 10 ans que j'ai cheminé avec mon beau-père, du matin au soir, j'ai troqué le costume au petit caftan, j'ai abandonné le véhicule chauffeur pour réellement vivre comme un homme normal. J'avais le petit caftan, je m'étais mis à sa disposition et je le rasais le matin, je lui faisais son petit déjeuner, je l'accompagnais partout et je l'attendais dehors. C'était un choix volontaire. Et le soir, je lisais pour lui. C'est extraordinaire. Ce que je pensais faire comme ça, en réalité, j'ai plus reçu que je lui ai donné. Bien sûr. Oui. Parce que durant ces moments de lecture, moi, je lisais comme un élève. C'est lui qui faisait le commentaire. Ah, d'accord. En réalité, je suis retourné à l'université. Maintenant, à l'université du droit et de la politique. D'accord. Parce que lui était avocat, un des plus brillants avocats de ce pays. Je dis bien, c'était Maître Babacar Niang. Il était homme politique et avait participé à tous les combats démocratiques et au niveau le plus élevé des différents partis de l'époque. Et c'était un grand inspecteur des impôts, pour pas dire un des tout premiers, à qui on avait proposé le poste de directeur général et qui avait refusé. Voilà. Donc pendant 10 ans, imaginez-vous prendre au moins 5 quotidiens, un mensuel, par jour, lecture. Toutes ces conclusions, il me les faisait lire parce qu'il avait continué à plaider. D'accord. Okay, je lisais, il dictait, tantôt à moi, tantôt à un de ses jeunes frères. Il recevait des livres régulièrement. Je les lisais pour lui. On a ensemble parcouru quasiment les 50 constitutions européennes pour pouvoir travailler sur le thème du code de la famille. Je lisais et c'est lui qui commentait. Il me dictait et j'écrivais. Donc, voyez-vous, ça c'était une université qu'aucun étudiant n'a eue. C'est clair, c'est clair. C'était la plus belle des universités. Et donc, durant ce parcours, qu'un jour, il m'a dit, mais écoute, Ablaye,
pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas? Je lui dis, mais papa, un ingénieur, comment veux-tu qu'un ingénieur écrive en politique des choses comme ça? Il me dit, tu sais, Birago Diop avait une des plus belles plumes de ce pays et pourtant il était scientifique. Il me dit, il faut que tu écrives. Alors je me suis dit, mais tiens, comme il m'en a parlé dans ma chambre, je me suis essayé non, c'est une série que j'ai intitulée Changer de regard. C'était du temps de Wade. Et j'ai fait un premier numéro que je lui ai montré comme tout étudiant. Je lui ai lu, il a corrigé en me disant qu'est-ce que tu as fait ça, change ça, mets ça, ne mets pas ça, etc., sûr, etc. Ouais. Coupe ça, rajoute ça. Voilà. Donc quand j'ai publié cela a eu un succès impossible. Alors là, je ne me sentais plus volé. C'est bon. Et du coup, une semaine après, je lui ai proposé un deuxième texte. Il me dit, mais Abdoulaye, toi aussi, c'est pas comme ça. Tu laisses au moins le temps aux uns et aux autres de digérer ton premier papier. Hein? Et puis après, tu leur proposeras. Ah bon, je dis, papa, puisque c'est comme ça, c'est bon. Alors donc, c'est comme ça que je suis arrivé à l'écriture. Et naturellement, à son décès, je lui ai aussi rendu hommage que l'ensemble des journaux de la place avaient publié. Et parmi ces gens qui avaient vu l'hommage, il y avait tonton Amadou Makhtar Mbow, qui était membre du Cénacle avec lui, et qui a posé la question de savoir qui est ce garçon qui a fait cet hommage à Babacar. On lui a dit que c'est un jeune Abdoulaye Diallo, celui qui l'accompagne. Il pensait que j'étais payé pour faire le... Ah oui, voilà. Comme un Et c'est comme ça, voilà. Oui, Donc, après, j'ai été le visiter, il m'a reçu. Je lui ai expliqué, il connaissait très bien mon père, mais il était loin de s'imaginer que j'avais été à l'école, tu vois. Alors que même étudiant, je le voyais, mais j'étais toujours très discret derrière les je vois très bien. Alors donc, bon, voilà. Et il m'a dit, écoute, il faut que tu fasses une conférence sur Babacar, que je présiderai, pour dire aussi la générosité de ces hommes. J'ai fait la conférence, et lors de la conférence, bon, le public était tellement satisfait, tonton a dit, on était arrivé à verser des larmes. Voilà, tout le monde m'a demandé si je pouvais faire un ouvrage sur Babacar. J'ai pris l'engagement de faire un ouvrage. Un an après, j'ai publié La face cachée de notre démocratie, que tonton Amadou Makhtar Mbow a préfacé. Et à la limite, quelque part, 50 années d'histoire politique du Sénégal. Amadou Alidien disait que c'était le livre qui renseigne le plus sur l'histoire politique du Sénégal. Alors cela m'avait un petit peu flatté aussi. Donc du coup, j'ai continué. Je me suis dit, bon, peut-être la passion que je cherchais, parce que sans perdre de vue une chose, mon père me disait tout le temps qu'un homme à 50 ans doit vivre de passion et de spiritualité. Je me disais que pour mes 50 ans sont quand même bien là aujourd'hui. Je vais continuer à développer une passion pour l'écriture. La lecture, j'y étais tout le temps. Et j'ai continué à écrire, à jouer, jusqu'en 2010, où j'ai publié Sénégal 2012, Le temps du peuple. Et un jour, voilà, je reviens sur l'île, j'étais avec France Gall. Et un Arthus Bertrand, devant France Gall, me pose la question de savoir comment était née l'île de Ngor. Bon, je lui ai dit que du volcan des Mamelles, sans autre précision. Et c'est quand on s'est quitté que je me suis mis à échafauder un projet de livre sur l'île. Parce que je me dis que mais celui-là, c'est un grand reporter. Imaginons qu'il vérifie et qu'on lui dise que c'est faux. J'aurais l'air de quoi? Donc, j'ai échafaudé en moins de 2 heures de temps un projet d'écriture sur donc cette fille que j'ai baptisée la fille du volcan. Et après, j'ai été à la recherche donc à l'IST, l'Institut des sciences de la Terre. J'ai rencontré le professeur Pape Goumbalo qui me dit que malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de matière sur l'île de Ngor, mais il confirme effectivement que l'île était née du volcan des Mamelles entre 800 000 et 1 million d'années. Bon, je reste aux archives nationales pendant 1 an, aucun matériau sur l'île de Ngor. J'utilise l'imaginaire populaire et naturellement, j'ai fini par produire un livre à partir de l'imaginaire populaire et de quelques bribes d'informations que j'avais glanées à gauche et à droite. Et c'est au moment de présenter cet ouvrage-là, qui était destiné au FESMAN. Ouais. Parce qu'on m'avait dit que le président Wade devait le financer. Oui. Je n'ai jamais eu le financement, je l'ai financé sur fonds propres. D'accord. Quand on m'a demandé de le présenter au FESMAN, j'ai refusé. En disant que si vous voulez que je vous parle de l'île de Ngor, vous allez accepter de vous mouiller les fesses. C'est sur l'île que je vous parlerai de l'île de Ngor. Donc bref, ça s'est pas fait durant le FESMAN. Quelques 2 ans après, la mairie de Ngor m'avait sollicité pour un certain nombre d'exemplaires. Je leur ai dit en contrepartie, vous donnerez tant. Et on va donc organiser un festival avec Gaston Madera, le festival Djoko, avec cet argent. Et il fallait trouver des fonds.
On s'est rendu à la mairie de Dakar. Il se trouve que Khalifa avait des maires de capitale africaine qui lui rendaient visite pour le Rébellion. Khalifa qui était le maire de Dakar. De Dakar. Voilà, donc c'est comme ça que tous ces maires de capitale africaine sont venus ici. Et je me dis à l'occasion, donc il fallait que le festival soit quand même beau, d'autant que j'étais le président de l'association. Donc on a fait une belle fête. Et du coup, j'ai eu idée à la dernière minute de faire la présentation du livre ce jour-là, où il y avait Khalifa, il y avait Awa Ndiaye comme ministre de la Culture, il y avait Abdou Fall comme ministre, et il y avait naturellement 11 maires de capitale africaine. La fête était tellement belle, il y avait des performeurs partout, qu'après la présentation du livre, comme Krembaï était à côté de moi, et je le voyais performer d'une manière quasi magique, pendant un moment, j'ai eu envie de faire rire le public. Et comme Cré était dans un état assez particulier, j'ai un petit peu mimé ses gestes pour faire rire. Et comme par hasard, en mimant les gestes de Cré sur une toile que j'ai faite moi-même, j'ai déposé la toile là, et je suis parti faire le tour des performeurs. Quand je suis revenu, j'ai trouvé 3 personnes devant cette œuvre. L'un des couples est actuellement d'ailleurs, c'est DJ Rock, qui se met devant la toile. Ils m'attendent tous, j'arrive. Ils me disent, mais Abdoulaye, est-ce que tu connais l'artiste qui a fait cette toile? Je dis à DJ, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu sais très bien que c'est pas moi, c'est pas une toile, ça, c'est n'importe quoi. Il me dit, ah non, non, Abdoulaye, ça, c'est la plus belle des œuvres que j'ai vues durant toute la performance. Honnêtement, si c'est toi, moi, je veux bien l'acheter. Mais je dis, elle est pas terminée. Laisse-moi la terminer. J'ai encore, alors là, je me suis mis à frimer. Disant, mais laisse-moi la revoir, des trucs comme ça. Alors, j'étais surpris parce que son épouse derrière vient presque perturbée. Elle voulait coûte que coûte rentrer avec cette œuvre. Je n'avais rien compris. Un autre qui fait le tour et qui revient, qui c'est cet artiste. Alors bon, pendant un moment, je me suis dit, mais je suis devenu fou ou quoi? En 5-10 minutes, un truc comme ça, et puis tout le monde. Mais voilà. On me propose des prix de fou. Mais attends, c'est quoi tout ça? C'est clair. Alors bon, voilà, je me dis, bon, stop. Et du coup, tac, comme j'avais 59 ans, j'aime le chiffre. Ouais. Pour moi, 59, c'est 14. Je suis un admirateur de Salvador Dali. 59, c'est 14. Ok, très bien. Je vois. Salvador, tout de suite dans ma tête, rapide. Et vous êtes ingénieur aussi. Hein. Ne l'oublions pas. Un petit peu, voilà. Bon, voilà. Donc, 59, 14, Salvador Dali a commencé à peindre, il avait 14 ans. À 15 ans, il a exposé. 15 ans, c'est 6. Moi, je vais vers mes 60 ans, ça va faire 6. Je vais exposer à 60 ans. Et c'est comme ça. Et en une année, bam. Et j'ai dit aux amis qui étaient là, écoutez, à Didier et à sa femme, j'ai dit cette œuvre sera l'œuvre de Marie-Pierre. Mais après une exposition d'1 an. L'année prochaine, je vais faire une exposition. Je vais devenir peintre un jour. Mais je vous l'offrerai après. Ils me disent banco. Et donc le lendemain, naturellement, je voulais pas passer pour un menteur. Ah bah oui. Je savais même pas comment s'appelaient les noms des peintures. J'ai appelé tout le monde pour dire, mais où est-ce qu'on peut trouver de la peinture, où est-ce qu'on peut trouver de la toile, etc., etc. J'ai été me faire un stock. Je pensais que c'était aussi facile. Je pense pas, non. Alors là, je suis revenu, rond, ça passait pas. Ah oui. Au bout de 15 jours, 20 jours, mais j'ai galéré, ça ne passait pas. J'en ai eu marre, je dis, tant pis. Je vais écrire à toutes les personnes à qui que j'allais dire que j'allais exposer dans un an pour leur dire que j'en ai marre, je n'exposerai plus. Alors donc, il y avait une deuxième toile qui était là. J'étais réellement dégoûté. Je voulais la jeter. En voulant la jeter, un garçon qui était là à côté, qui s'appelle Jimmy, que j'appelle mon jumeau, m'a dit, écoute, ne la jette pas, tu me l'offres. J'étais de cette taille-là. Je lui ai dit, écoute, tu prends. Mais moi, j'arrête. Alors, je lui offre la toile. Il met la toile sous le cocotier. Et il y a une dame qui s'appelle Véronique Bernard, qui vient et qui dit à Jimmy, mais cette toile, elle est magnifique. Est-ce qu'elle est à vendre? Jimmy qui me regarde, je lui fais un petit clin d'œil, je dis oui à la dame. Vois. Il me dit, mais c'est qui l'artiste? Je lui dis, c'est Jimmy. Parce que moi, j'avais honte de dire que c'était moi. Il dit, c'est Jimmy. Et il dit, mais il l'a pas signé. Je lui dis, mais il la signera tout à l'heure si vous achetez. Allez. Bon, comme Jimmy avait un problème de scène, je lui dis, si vous lui donnez 100 €, c'est bon. La dame n'y croyait pas. Elle ouvre son sac et cherche. Elle trouve 45 000 francs CFA. Elle me dit que j'ai 45 000. L'équivalent de 60. Je dis, bon, écoute, c'est pas grave, vous lui donnez les 45 000. Jimmy, tu lui fais ça à 45 000. Jimmy était tout heureux d'avoir ses 45 000 francs. Et la dame était toute heureuse d'avoir sa toile. Bien sûr. Mais je lui dis, bah, écoute, bon, le temps d'aller lui chercher le pain sur le truc, comme vous entrez dans l'eau, il va vous signer ça. Allez-y. Alors la dame est partie prendre un pic là dans l'eau, je prends le pinceau, je lui mets Jimmy Star. Elle était toute contente de repartir avec cette œuvre. Et elle n'a jamais connu l'histoire de cette œuvre.
Elle n'est pas revenue? Elle vient souvent, je lui ai dit. C'est une œuvre qu'elle a dans son salon. Elle peut, elle, dire que j'ai la deuxième œuvre du Le Berger de l'île d'Ungor. Mais signée 10 mystères, donc elle est unique au monde. C'est clair. Voilà. Donc, comme ça, je me suis dit, mais en réalité, la première fois, je n'y croyais pas et tout le monde m'a dit que c'était une œuvre qui était très belle. Là, je galère, je suis dégoûté, je jette et quelqu'un trouve ça magnifique et l'achète. Je n'ai pas arrêté. Parce que je vais continuer, même si ça ne produit que 40 000 francs pour mon jumeau. Je vais continuer et je vais inciter mon jumeau à faire la même chose. Lui, au moins, ainsi, il gagnera sa vie. C'est clair. Voilà. Et moi, j'aurais fait un beau geste. Et je me suis mis, j'ai acheté encore, j'ai continué à travailler dur, jusqu'au jour où un ami, un aîné, qui était propriétaire du musée Le Boribana et qui était anthropologue, qui vivait à Los Angeles, qui avait des galeries partout. Et il m'a trouvé en train de travailler. Il me dit, écoute, Ablaye, est-ce que je peux te documenter? Je dis, oui, grand. Il me dit, je vais te filmer. Il va chez lui, il prend sa caméra et il vient. Et il prend un film. Et il me dit rien. Et c'est arrivé à Los Angeles que son épouse, Cici Hatchpound, m'envoie un film pour me dire que c'est un cadeau qu'on t'envoie. Mais Abdoulaye, tu es sur ta voie. Aboubacar me dit, comme je te sais passionné, si tu continues là-dedans, apprends à dessiner, tu seras un jour un grand artiste. Au même moment, France Gall, un jour qui arrive, tu vois, comme la visite qu'on a faite tout à l'heure, j'avais mis plein d'œuvres alignées, plein de prix fantaisistes. Voilà. Et France qui entre et qui me dit, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Si toi, je la regarde, je dis, mais France, tu sais, je suis très cher. Elle me dit, je m'en fous. Elle repart chez elle, elle demande à Tran, son fils spirituel, de venir récupérer les œuvres. Je dis, mais c'est pas possible. Elle prend toutes les œuvres. Elle m'appelle, elle me dit, Abdoulaye, est-ce que tu peux m'aider à les installer? Je rentre chez elle, je l'aide à les installer, une dans sa chambre, une dans le salon de son fils. Et elle me dit, celle-là ira à Wagram, l'autre ira aux États-Unis avec moi, etc., etc. Et elle me laisse revenir, elle renvoie avec un chèque correspondant au montant fantaisiste que j'avais affiché, un coffret de sa vie avec Michel Berger, 6 pastels de sa fille Pauline, et ce qui m'a installé dans l'art, mais définitivement installé, un mot super gentil, échange entre artistes. Elle était au sommet de son art. Bien sûr. Moi, j'étais là à jouer. Et je me dis que bon, pour elle, je n'arrêterai le jeu était devenu sérieux. Oui. Et malheureusement, 2 ou 3 ans après, elle est décédée. Et voilà, ça m'a encore un petit peu plus fixé dans cette chose. Et je dis que je dois un jour compter comme artiste, ne serait-ce que pour sa mémoire. Voilà. Super. Tout à l'heure, vous l'avez brièvement évoqué, que vous aviez dans votre parcours des moments où vous étiez dans le fond. Moi, j'appelle ça les traversées du désert, à l'image de l'alchimiste de Paulo Coelho. Paulo Coelho. Voilà, ce traversée du désert, on avance, on sait pas vers où on va, mais vous, est-ce que vous avez eu des moments comme ça? J'avoue sincèrement que c'était durant ma carrière d'ingénieur et ma vie professionnelle. C'était juste l'après-pèlerinage, en fait. Je venais de perdre mon père et j'avais été vidé par des collaborateurs qui m'avaient pris 169 millions de francs CFA. En me laissant donc toute une ardoise par rapport au fisc, toute une ardoise par rapport à la sécurité sociale. Voilà, donc plein de dettes un petit peu partout que j'ai longtemps traînées. Donc bon, voilà, donc du coup, ça m'avait un petit peu cassé. Heureusement qu'on avait une épargne familiale que j'avais toujours laissée à mon épouse et qui continuait à gérer. Jusqu'au jour où, voilà, j'ai galéré jusqu'en 2008, donc pendant presque 10 ans. Parce que je n'avais vraiment plus envie de travailler. J'avais subi ce choc très très fort. Mon fils venait d'avoir son bac, il fallait que je le finance. Voilà, c'était donc des moments de difficultés économiques énormes. Oui. Et durant ces moments-là, j'ai rencontré Charles Zrayen, qui m'a beaucoup appuyé et qui m'a beaucoup aidé. Et c'était extrêmement important. Jusqu'en 2008, où j'ai rencontré le groupe Huawei sur la demande d'un jeune frère qui m'a dit que voilà, nos amis chinois sont là. Ils sont dans les projets eGov, c'est le réseau. Ils ne maîtrisent pas trop les normes locales, qui sont les normes françaises. Est-ce que tu peux les aider à les accompagner sur 1 an, 2 ans? Je dis, honnêtement, j'en avais pas envie. Mais bon, si c'est pour une utilité publique et pour le Sénégal,
pourquoi pas. C'est ainsi donc que j'ai accepté de faire des études, ce qui m'avait permis de récupérer $1 million, voilà, sur un an, des choses comme ça. Et voilà. Oui, pour se remettre sur pied, donc, quoi. Voilà, je me suis remis un petit peu dans la chose pour dire maintenant, il faut que je respecte mon engagement moral. Ce n'est plus courir derrière le fric. Et puis bon, voilà, je reste dans la lecture, dans l'écriture et aujourd'hui dans la peinture. Et aujourd'hui, en quoi vous vous sentez à votre place? C'est une notion dont je parle souvent dans ce podcast, c'est la notion de sweet spot, l'endroit où on se sent bien et à sa place, et on est vraiment dans notre vérité. J'ai trouvé mon équilibre ici. Et cet équilibre, j'en avais besoin. J'ai eu le sentiment d'avoir vécu dans l'hypocrisie comme tout le monde pendant un moment. Se réveiller un matin, se mettre dans une cravate d'une certaine manière. Il fallait qu'elle soit rayée dans un costume de tel type parce qu'on doit rencontrer monsieur un tel. D'être dans un grand bureau parce qu'il faut laisser une certaine distance à l'autre qui arrive pour l'intimider. Il fallait. J'avais pas le droit d'aller manger il fallait que je sois au Terrou-Bi ou au Savannah. Il fallait que je sois au California ou à George V. Il fallait que. Et en réalité, quand j'ai compris que tout ceci ne correspondait pas à mon éducation de base, et tout ceci ne me permettrait jamais d'atteindre une certaine humilité, je dis que je ne remercierai jamais assez le ciel de m'avoir permis de vivre quelques difficultés et d'avoir tenté de vivre autrement. Quand je vous dis que jusqu'à l'âge de 60 ans, je n'avais jamais pris de Ndiagandiaï ou de Carapide. J'ai mis presque une semaine pour oser mettre les pieds dans son Ndiagandiaï. J'ai fait le test au Mali. En plus, j'étais gêné de faire ça ici. Comme si j'étais pas un homme comme tout le monde. C'était quand même très, très grave. Voilà. Donc, c'est avec le temps que j'ai réussi réellement à me reconstruire, à me reconfigurer. Oui, à désapprendre pour réapprendre. Voilà, pour réellement devenir tout simplement un homme. Un homme sans visage, un homme à petites mains, peu importe, je m'en fous. Un homme célèbre, un homme riche, je m'en fous. Voilà, aujourd'hui, tout ceci a valeur égale pour moi. L'essentiel, c'est tant que faire se peut offrir du bonheur à l'autre. Super. Il y a 2 thèmes que je voulais aborder avec vous rapidement. La spiritualité, on en a parlé. La question que j'avais pour vous, c'est quelle est la différence entre la spiritualité et la religion? Elle est énorme, mais elle se rencontre quelque part. Dans toutes les pratiques cultuelles font les différences. Je suis musulman, j'ai pris d'une certaine manière. J'invite Allah d'une certaine manière, ou j'essaie d'accéder à Allah d'une certaine manière. Le juif a une autre manière d'inviter, d'accéder. Le chrétien a une autre manière d'accéder. La spiritualité, c'est une invite à aller vers l'humain, non pas pour sa centralité, mais dans la possibilité d'aller de faciliter sur les interdépendances entre les êtres. Le spirituel ne peut pas travailler que par rapport à un élément de la planète. Il travaille l'humain, il fera de sorte que l'humain reste l'humain, mais que cet humain-là puisse vivre des interdépendances sincères et de confiance avec les autres êtres vivants. Nous ne sommes pas que les seuls êtres vivants de cette terre. Les animaux sont des êtres vivants. Et donc, c'est la somme, c'est le mélange de religiosité, de cerveau bien meublé, de corps sain qui pourra vous permettre, si vous voulez, si vous laissez un petit peu tous ces éléments de votre esprit ou de votre âme et corps se concerter, qui vous offrira un jour une certaine union. Et une union équilibrée, intérieure. Bien sûr, bien sûr. Et c'est cette somme de tout ça qui fait la spiritualité de l'individu. La spiritualité, quelque part, est au-dessus, selon moi, de la religion. On peut être homme de religion sans être profondément spirituel. On peut ne pas être dans la religion et être un spirituel. Je pense que vous avez lu le livre Soufi mon amour. Je l'ai parcouru. Ouais. Voilà. Et parcouru. C'est un livre que je lis chaque année et je viens de le finir là et c'est c'est puissant. Ah, très puissant. Et très fortement pénétrant. Ah ouais. J'ai lu quelque part que vous disiez que le mariage était votre réussite absolue. Mais tout récemment, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Récemment, j'ai fait un post à l'occasion du mariage d'une de mes nièces. Oui, j'ai vu sur Instagram. Mais voilà, voilà ma pensée.
Est-ce que vous pouvez Du couple, je ne pourrais peut-être pas le dire. Mais en réalité, comme je dis, il n'y a pas la notion de hiérarchie comme on a l'habitude de le dire. Chez nous, pour moi, n'existe pas dans le mariage. Mm-hmm. Il n'y a pas de loi hiérarchique. Il y a quelque chose qui est effectivement dans le mariage musulman. Mm-hmm. Il y a des parents de la fille, un transfert d'autorité et de prérogatives que nous faisons sur ce jeune qui vient vous demander la main de votre enfant. Oui. On lui transfère toute l'autorité que nous avions sur notre enfant, fille, on le lui transfère. Mais on ne le lui transfère pas parce qu'il est homme, parce que c'est lui le puissant, c'est parce que c'est lui le fort. On le lui transfère pour lui dire qu'il doit assumer une responsabilité. Et cette responsabilité commence par devoir faire quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire que ce que les parents ont fait pour que leur fille soit suffisamment belle, un cerveau suffisamment bien meublé, pour que le tout attire ce jeune garçon-là, son premier rôle, c'est de travailler à l'équilibre de son union pour que cette fille soit toujours beaucoup plus belle, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus épanouie. Voilà l'invite que l'islam fait à l'homme qui demande la main d'une fille et aux parents qui doivent donner la main de leur fille à un garçon. Maintenant, je dis en toute chose, et ça c'est la quintessence de la religion musulmane, de toutes les religions, l'invite à la concertation. Elle vaut dans le couple. Quand on est un couple, on se concerte. On rentre en couple pourquoi? Par rapport à quoi? C'est parce qu'au départ, il y a eu cette confiance a priori, de l'un et de l'autre vers l'autre. Mais cette confiance a priori, elle cesse d'être confiance a priori dès l'instant où vous rentrez en couple, parce que rentrer en couple, c'est vous inviter par la concertation à reconstruire cette confiance a priori pour la transformer en une confiance totale. Et elle est essentielle. Et cette confiance totale ne peut être installée que sur une somme de règles. Bien sûr. La première de ces règles, c'est le respect. Après, c'est la bienveillance. Après, c'est l'humilité. Après, c'est la compassion. Après, ça va jusqu'à l'authenticité. Maintenant, si vous êtes homme de religion, si vous croyez en une religion, comme moi je suis croyant musulman, je dis que des cœurs unis et qui prient ensemble ont la même somme de récompense que toute une assemblée de quartiers ou d'humanité réunie pour prier le même Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le couple pour moi est quelque chose d'extrêmement important dans la vie de notre humanité. Et je dis aux uns et aux autres, et particulièrement aux jeunes, que ce parfum flottant-là, du vivre en couple, il faudrait qu'ils fassent de sorte que cela puisse se perpétrer. Parce que la transmission ne peut se faire que par là. Cette transmission, c'est déjà commencé par transmettre de manière saine cette petite goutte qui trouvera le ventre de la femme et qui m'inspire tout le temps. Quand on m'appelle le peintre de la gestation, je dis que c'est dans ce ventre propre et sain de la femme que le Créateur s'est choisi pour réellement élaborer, pour ensuite construire ce qu'il a de plus cher sur terre, c'est-à-dire l'homme. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. De tout ce qu'il a créé, ce qu'il a de plus cher, c'est l'humain. C'est dans ce ventre propre et sain de la femme que cette goutte colorée et légèrement transparente arrive rencontrer d'autres couleurs, d'autres matières, et c'est l'entrelacement, la transformation, les échanges et les effacements qui se passent à l'intérieur de ce ventre précieux de la femme, somme de couleurs et de matières que se construisent cet être cher qu'on appelle l'humain. Ce qui me fait tout le temps dire, ça c'est la parenthèse, que la femme est porteuse de l'humanité. Elle est porteuse de l'humanité parce que dans son ventre, si elle a eu la chance d'enfanter, elle détient les empreintes de l'humanité et l'ADN de l'humanité. Bien sûr. D'autant que les scientifiques sont tous d'accord sur le fait que aucune grossesse n'est la même et aucun accouchement ne se fait de la même manière. Absolument. Donc, qui ne connaît pas la femme, qui ne respecte pas la femme, qui pense que la femme est, n'a rien compris de la vie et ne comprendra jamais rien de la vie. C'est Dieu qui a choisi la femme pour s'offrir ce qu'il a de plus cher, c'est l'humain. Donc, traiter la femme d'une certaine matière, c'est ignorer la religion, c'est n'avoir aucune spiritualité, aucune sensibilité et à la limite, pas de cerveau du tout.
Là, je vais passer rapidement sur les questions usuelles du podcast, que j'appelle le Tamil Gatemeri. C'est des questions très rapides. Vous répondez de manière très spontanée, comme vous le faites, c'est très bien. Quelle est la leçon de vie que vous avez pris le plus de temps à apprendre? La patience. C'est vrai. Je me suis surpris un jour de laisser une œuvre sécher pendant 2 ans. 2 ans? Ah. Avant de la reprendre pour l'achever. C'est de la folie. Généralement, et ça j'ai toujours été comme ça, en tout, je suis pressé. En tout. On m'annonce une... Ah non, non. Moi, on me dit une chose, elle est faite. C'est tout à fait cessante, je la fais. Et quand je dis quelque chose, il faut que ça se fasse. C'est tout de suite, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est tout de suite. J'ai toujours été un éternel pressé. Toujours. Et ça vous joue des tours ou pas? Ou ça va? Non, mais ça va. Et en réalité, c'est quand j'ai appris à être patient, c'est-à-dire à offrir un temps d'écoute à tout le monde, à m'oublier, à m'effacer pour laisser place à l'autre, que je me suis dit, mais en réalité, je n'avais peut-être jamais compris le Coran qui m'a pourtant enseigné, c'est-à-dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est avec les patients et les pratiquants. Voilà. Donc, comme je découvre la patience, je suis devenu un homme heureux parce que je me sens un petit peu plus proche de Dieu. Voilà. C'est beau. Très beau. Quelle est la valeur qui vous définirait le plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'en ai une. Spontanément? Le pardon. Le pardon? Oui. Qu'est-ce que la réussite pour vous? Qu'est-ce qu'une vie réussie pour vous? C'est vivre en confiance avec tout le monde. Faire confiance a priori, être toujours habité par une belle intention et tout entreprendre avec une immense volonté. Celle que dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Cette volonté qui vous permettra d'atteindre ce qui est au-delà du trône céleste, par la grâce de Dieu. Et ça, si vous voulez y arriver, c'est la confiance qui vous permettra d'y arriver. La confiance qui y mène, ouais. C'est pas autre chose. Quelle est votre plus grande fierté? D'avoir servi peut-être mon épouse. C'est-à-dire? D'être à sa disposition. C'est beau. Tout simplement. On veut beaucoup d'Abdoulaye, en fait. Merci beaucoup. C'est très rare. La jeune génération, on veut plus d'Abdoulaye. Merci beaucoup. Merci. C'est beau, vraiment, c'est très très beau. Qu'est-ce qui vous fait lever du lit le matin? Quel est votre moteur? Je dis maintenant, c'est ancré. La machine, elle fonctionne pour qu'à 3h30 du matin, je me lève pour tendre ma main au ciel. Je ne peux plus, depuis des décennies, être au lit au-delà de 3h30 du matin. J'ai le sentiment que les choses se partagent et j'ai besoin de prendre une très grande part pour toutes les personnes que j'aime. Vous lisez beaucoup. On a visité avec mes nièces votre bibliothèque et elles ont dit, mais vous avez lu tout ça? Elle a été ma première maîtresse, la lecture. La lecture. Est-ce que vous avez un livre? Un livre. Je sais que vous en lisez 7000. Vous en avez lu 7000, plus de 7000. Un livre. Si vous devez partager un livre que vous a marqué et que vous dites que tout le monde doit lire, ce serait lequel? La voie de la perfection, d'Elali. Ok. Je l'ai pas lu, donc je vais le lire. Ou peut-être Le secret des secrets de Cheikh Abdul Qadir Jilani. Si je devais vous orienter vers un, allez vers Le secret des secrets. Secret des secrets. Ok. Et Cheikh Abdul Qadir Jilani. Je le noterai. Ou alors un autre. Allez-y. Les lettres circulaires d'Ibn Arabi. Lettres circulaires, ok. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Quelque chose que vous voudrez partager avec nous? Vous avez partagé énormément de choses, je suis très ravie. Je suis. Mais vous dire merci et souhaiter surtout à mes princesses qui sont ici de bien grandir. Nos assistantes. De bien grandir, c'est-à-dire de bien travailler pour vous meubler les cerveaux. Avant de penser, vous meubler le salon. J'ai l'habitude de dire à plus jeunes qu'un cerveau bien meublé vous arrachera toujours de la misère et de la pauvreté. Vous écoutez, papy? Donc, travaillez beaucoup. Apprenez et apprenez beaucoup. Apprendre, ce n'est pas qu'apprendre sa leçon à l'école. Apprendre, c'est apprendre à faire ce que vos parents font de bien. C'est observer les comportements de vos parents. C'est voir ce qu'ils font tous les jours pour que vous soyez heureuse. Voir ce qu'ils font tous les jours pour qu'autour d'eux, les uns et les autres puissent manger à leur faim. Voir ce qu'ils disent de bien tous les jours, l'enregistrer et demain, essayer de faire mieux que cela. Maintenant, découvrir votre environnement et tendre toujours vers l'équité. Voilà, vous écoutez bien? Si vous le faites, si vos amis le font, si d'autres le font ailleurs, vous verrez que demain, vous vivrez une humanité très fortement différente de la nôtre. Vous verrez une humanité qu'il fera bon vivre. Que Dieu fasse
qu'on puisse voir un bout de tout ça. Et que Inch'Allah. vous voyez-vous de grands bouts de tout ça. Inch'Allah. Merci beaucoup. C'est plutôt moi. Merci. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. À bientôt. Waouh. Yalla, taxawal leen. Amin.